bon, c'est assez éclectique hein, parce que vous êtes de tout niveau, c'est ça? C'est ça. Donc je vais vous faire quelque chose de très accessible, concret, avec des images de personnes, comme ça, voilà, c'est un peu plus vivant, et puis je ne vais pas m'appesantir sur des méthodologies ou des choses du genre, parce que voilà, si vous avez des questions, je vais la prendre à la. Donc bon, je démarre sur cette image, c'est une photo qui a été prise il y a une bonne dizaine d'années. Ça, c'est une promotion de master à Taïwan. Donc, on a fait 2 stages de master à Taïwan dans les années 2010, quelque chose comme ça. Et là, donc, on était en train de... Donc, ça, c'est les étudiants. Hein. Il y a pas une quinzaine d'étudiants. Et on se dirige vers l'île de la Tortue. Ça, c'est l'île de la Tortue. Donc, je vais vous montrer après comment elle se situe, pourquoi on est là-bas, tout ça. Et donc, oui, certains d'entre vous sont venus me demander si je pouvais faire quelque chose sur le thème des mers, de la mer. Alors bon, j'ai choisi un endroit où je me rends fréquemment, où j'ai sillonné les océans un peu tout autour de Taïwan. Et en plus, Taïwan, ça évoque quelque chose peut-être ces derniers mois, on en parle un peu à la télévision, malheureusement pas... de manière très optimiste, donc bon, je vous parlerai un petit peu de géopolitique. Voilà. Alors, lors de cette excursion, les étudiants avaient passé à peu près 3 semaines là-bas, à la fois à terre et en mer, on a fait différentes choses. Et vous voyez, quand on se rapproche de l'île, quand on la prend du bon côté, ça ressemble un peu à une tortue. Et vue d'avion, c'est encore mieux parce que là, on peut dire que c'est la tête de la tortue, et derrière, il y a une espèce de cordon littoral, cordon sableux, qui bouge en fonction des courants, et donc c'est comme si la queue de la tortue balayait l'espace. Donc c'est un petit volcan, et ce volcan, donc, il est situé ici par rapport à l'île qui se déroulerait comme ça, là, voilà, et il est dans un contexte bien particulier, c'est un volcan d'arc volcanique, au-dessus d'une zone de subduction. Et quand on monte au sommet de l'île et qu'on regarde l'océan, on voit ces espèces de bouillonnements. Ça, c'est des gaz qui s'échappent du volcan qui est actif. Donc il y a des échappements sous-marins juste là. Donc après, on est allé se balader en bateau là-dessus. Mais il faut faire très attention parce que quand on se rapproche de zones où il y a beaucoup de bulles de gaz, on risque de couler parce que une flottaison, c'est pas bon. Bien, donc, ça c'était pour l'introduction. Maintenant, un petit peu de géographie pour vous situer Taïwan. Alors, vous reconnaissez le Japon ici, les îles principales du Japon. Taïwan se situe là. Et vous voyez donc, il y a plusieurs. Alors, je vous décris en gros les grandes plaques. Hein. Il y a la plaque Pacifique ici, qui est délimité par ce liseré mauve qui correspond à la limite de plaque, à la fosse qui a des profondeurs entre, disons, 4 et 11 000 mètres aux Mariannes. Voilà. Donc le point le plus profond du monde, il se situe là. Voilà. C'est donc 11 000 mètres. Donc ça délimite la plaque pacifique qui s'enfonce soit sous l'archipel des Kuriles jusqu'au Kamchatka ici, soit sous le Japon du Nord, on appelle ça le Japon du Nord, soit sous un archipel qui s'appelle Izu, du nom d'une péninsule au Japon, Bonin, parce que là il y a des îles Bonin, donc ça c'est l'archipel Izu-Bonin, et ça c'est l'archipel des Mariannes, ici. Voilà. Cette plaque-là, qui ressemble un petit peu à un diamant, de forme losangique, c'est la mer des Philippines ou la plaque philippine. C'est la plaque au-dessus de l'océan Pacifique qui plonge. Cette plaque philippine, elle était bien plus grande par le passé, mais une partie de la plaque philippine s'est enfoncée sous l'Eurasie parce qu'ici il y a une autre zone de subduction qui va du Japon avec la fosse de Nankai ici, puis ensuite la fosse des Ryukyu, jusqu'à Taïwan. Donc comme elle s'enfonce dessous, si on dépliait l'ensemble, la plaque philippine par le passé était plus grande que ce qu'on voit. Vous voyez que Taïwan déborde du plateau continental chinois, eurasiatique.
En blanc, c'est un plateau continental, c'est à 100 mètres à peu près de profondeur. Ça dépend où, mais enfin globalement c'est à 100 mètres de profondeur. Et puis ensuite, on tombe dans un domaine océanique, ici par exemple la mer de Chine du Sud. Mais tout ce qui est vert, jaune et orange, c'est de nature continentale. Ça fait partie de la même plaque, hein, la plaque eurasiatique. Voilà. Et puis ici, on a l'archipel philippin, au sud de Taïwan, qui est assez découpé avec énormément d'îles. Bon, je vous passe les détails de tout ça. Et puis au niveau des mers, donc mer de Chine du Sud ici, mer de Chine de l'Est ici, et mer du Japon ici. Si on zoome, donc vous voyez à quoi ressemble l'île de Taïwan, donc en excroissance par rapport au plateau continental. En fait, en excroissance parce que c'est une île qui s'est construite en l'espace de 8 millions d'années à peu près. Il y a 8 millions d'années, Taïwan n'existait pas. Le plateau continental que vous voyez ici était identique jusqu'au Japon. Et depuis 8 millions d'années, l'île de Taïwan s'est soulevée, hein, c'est un orogène extrêmement actif, et ici il y a un bassin qui s'est ouvert, un rift qui s'est ouvert en arrière de l'arc volcanique Ryukyu. On appelle ça le bassin d'Okinawa. Okinawa, c'est l'île qui est ici. Je vous ai mis ici les pays auxquels appartiennent les îles. Alors, l'île principale de Taïwan, ici, fait un peu moins de 400 km de long, par 140 dans sa partie la plus large. Et il y a des petites îles ici, les Penghu, et ici Kinmen, qui est tout près, on voit la Chine continentale quand on est là. Donc là, il n'y a que des militaires. Hein. Enfin non, il n'y a pas que des militaires, il y a quelques civils qui habitent ici. Et puis, il y a ces petites îles ici appartiennent aussi à Taïwan. Maintenant, tout le reste, ici, là au sud, ça appartient aux Philippines. Alors vous allez voir que ça... Et ce qu'on appelle, si vous écoutez l'actualité, vous verrez qu'il y a des conflits dans cette région-là, notamment dans le détroit de Taïwan. Ce qu'on appelle le détroit de Taïwan, c'est entre la côte chinoise et l'île de Taïwan proprement dit. Alors, je vous explique un petit peu, parce que comme on va regarder des choses qui se passent sous la mer, il faut que vous compreniez un petit peu comment ça marche quand on fait des campagnes océanographiques dans des régions aussi conflictuelles. Alors, il faut savoir que normalement, il y a une convention des droits de la mer qui fait que la plupart des pays ont signé, dont la Chine, mais pas les États-Unis, la plupart des pays ont signé, et cette convention dit à peu près ceci, hein, quand on a une côte avec un pays lambda, on a dans les 12 000 nautiques, 12 000 nautiques c'est 20 km à peu près. Sur 20 km au-delà des côtes, c'est ce qu'on appelle la mer territoriale, c'est le domaine, ça appartient évidemment au pays. Mais souvent, on étend ça à la zone contiguë, donc à 24 000 nautiques, soit 40 km. Puis après, il y a ce qu'on appelle la zone d'exclusivité économique, où on peut pêcher, etc. Si vous avez envie d'aller pêcher là-bas, il faut demander l'autorisation aux pays concernés. Donc là, c'est 200 000 nautiques, c'est-à-dire 370 km. Et puis après, on est dans les eaux internationales. On fait ce qu'on veut. Alors évidemment, quand on travaille, par exemple, sur les dorsales océaniques, on n'a pas trop de soucis parce qu'on est en plein milieu des océans. Et là, il n'y a pas de problème puisqu'on est dans les eaux internationales. Donc, on ne demande pas d'autorisation. En revanche, quand on travaille sur les zones de subduction, c'est plus compliqué parce que les zones de subduction, elles sont souvent en bordure des continents ou d'îles en tout cas. Donc évidemment, ça pose des problèmes et là, ça pose de gros problèmes. Alors, vous voyez ce trait rouge ici. Évidemment, le rouge ne sort pas très bien, mais vous le voyez là, ici comme ça. Passe là, et puis après il passe en mer quelque part par là, voilà ici, il passe ici, ça. Ça c'est ce que réclame la Chine continentale. Parce que la Chine, elle considère que Taïwan, c'est la Chine, ce qui n'est pas le cas de Taïwan. Alors évidemment, si elle considère que Taïwan c'est la Chine, elle part de la côte de Taïwan, elle rajoute 370 km, elle se retrouve là. Donc pour eux, c'est leur territoire. Et voilà. Et par exemple, il y a pas plus tard qu'il
il y a 2 mois, vous savez que la Chine a balancé des missiles, a fait des essais pour montrer sa force, etc. Et donc les missiles sont passés par-dessus Taïwan et sont venus s'abîmer ici, là, dans les eaux chinoises. Mais en fait, ils étaient dans les eaux taïwanaises. Donc vous voyez le genre de problème, et chaque fois qu'il y a des petits éclairs comme ça, c'est des zones qui sont vraiment contestées, où il y a des tas d'incursions aériennes ou navales. Donc les Senkaku, par exemple, sont disputés entre le Japon et la Chine. Les Spratley ici et les Paracels ici. Les Paracels, c'est disputé entre le Vietnam et la Chine, puisque le Vietnam réclame ces îles. D'ailleurs, il y a les Vietnamiens là, ici, qui sont installés sur ces petites îles, mais la Chine considère que c'est chez elle. Enfin, ouais. Et les Spratley, c'est pareil, c'est le même problème. Donc il y a de réelles difficultés pour travailler dans ces eaux-là. Il se trouve que les zones où personnellement j'ai le plus travaillé, avec tous ceux qui travaillent avec moi, c'est ces eaux-là, tout autour, là. Et donc, vous comprenez la difficulté. Soit on prend un bateau taïwanais, alors imaginez qu'un bateau français se rende là-bas. La question c'est, on demande l'autorisation à qui? À Taïwan ou à la Chine? Voire ou au Japon, parce que le Japon a des petites îles qui descendent jusque-là. Ça c'est japonais encore. Donc évidemment c'est embêtant, etc. Donc on essaie de jouer un peu sur tous les fronts. Si on demande à Taïwan, on ne demande pas à la Chine. Et puis on croise les doigts de ne pas être donc il y a des tas de complications qui sont liées au droit de la mer qui est bafoué. Voilà. Ça c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe. Pour autant on fait quand même des campagnes, mais c'est compliqué. Alors maintenant, j'ai choisi d'axer cet exposé plutôt sur les événements extrêmes. Donc ça c'est Taïwan vu du nord, ça c'est le nord et ça c'est le sud ici. Donc vous voyez que Taïwan c'est une chaîne de montagnes avec des neiges éternelles. Ça culmine à 4000 mètres, à peu près dans cette région-là. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui s'est soulevé il y a très peu de temps, et c'est les taux de soulèvement les plus rapides du monde, avec peut-être un endroit près de l'Himalaya qui se soulève, mais encore ça reste à voir. Et globalement, c'est vraiment la région du monde qui se soulève le plus au monde. Comme c'est une région tropicale, humide, les sols sont altérés, les pentes sont très fortes parce qu'il y a une tectonique très importante. Donc évidemment, il ne suffit pas grand-chose, un typhon comme ça, ou bien un séisme, et tout dégringole. Donc il y a les deux. Parce que vu comme c'est situé, il y a les deux. Donc c'est une région qui nous intéresse beaucoup parce que c'est un petit peu comme si on observait la France, mais on multiplie tout par un facteur 10 ou 20. Tous les événements sont beaucoup plus rapides. À l'échelle humaine, il s'est passé des tas de choses. Hein. Ça c'était en 1999, ça c'était en 2009, etc. Bon, voilà. Ça c'était il y a moins longtemps que ça. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, la combinaison tectonique et climat fait de Taïwan l'île des records, donc je ne reviens pas là-dessus. Ça, c'est un village où on avait dormi une fois. Bon, évidemment, le glissement s'est produit plusieurs années après, mais enfin, ici, il y avait un village. Alors ça, c'est une photo que j'avais prise lors du stage avec les étudiants de master. Donc vous voyez, pour donner l'échelle, là on est dans les gorges de Taroko qui traversent la chaîne centrale, et je ne sais pas si vous allez dans une rivière même alpine, vous allez voir des blocs qui sont transportés dans le lit de la rivière qui sont de cette taille-là maximum. Et encore, en général c'est plus petit, tout ce qui est transporté par la rivière. Bon, ici vous voyez, c'est du granit. Hein. Ça fait bien 10 mètres de diamètre, quoi. Bon. Donc ça vous donne un peu une idée de l'énergie lorsqu'il y a un typhon. C'est une véritable chasse d'eau, hein. Les pentes dégueulent dans les rivières, et l'ensemble est transporté vers les océans. Donc Taïwan a aussi le record des flux de matière depuis la chaîne jusque vers les océans. Hein. Ça c'est des millions de tonnes par an.
Et donc là, on est dans le lit d'une rivière, évidemment, qui n'est pas du tout en crue. Hein. Les rivières sont à sec la plupart du temps, on peut rouler dedans. Mais vous voyez, ce pont, bon, bah, ils le refont chaque année, hein, parce qu'il a beau être, les piliers du pont ont beau être carénés avec de l'inox, c'est défoncé chaque année, quoi. Voilà. Alors, pourquoi, d'un point de vue tectonique, c'est si bizarre? Alors, c'est parce que Taïwan se situe à la jonction entre, on va dire, deux grandes plaques, la plaque de la Chine, quoi, la plaque Eurasie, ici, qui s'enfonce sous la plaque philippine au sud de Taïwan, et la même plaque philippine s'enfonce sous la plaque Eurasie à l'est de Taïwan. Donc, vous voyez, globalement, c'est comme si vous faisiez comme ça, là. C'est ça qui se passe. Un coup, la plaque est supérieure, là, elle est inférieure, et puis réciproquement. Okay. Donc, évidemment, à la jonction entre les deux, ça ne peut pas le faire, et donc il y a un orogène. Donc, ça, le point de jonction se déforme énormément, et en plus, il y a une particularité, c'est que cette plaque se retire avec le temps et étire la plaque Eurasie ici, ouvrant un bassin d'Arriérac qui est le fameux bassin d'Okinawa que vous voyez tout à l'heure avec l'île de la Tortue qui doit se situer par là. En gros, ça c'est une fermeture éclair qu'on ouvre depuis le Japon et qui se propage jusqu'à l'intérieur de Taïwan. Jusque là, il y a une plaine ici, la plaine d'Ilan, avec des failles normales, bordées par des failles normales, un début de volcanisme, et ça suit le pointillé. Et la convergence est très rapide là-bas, donc il y a des séismes qui se produisent là où les plaques frottent. Alors, je vous ai mis la photo de quelques anciens, parce qu'évidemment, vous voyez, c'est pas jeune tout ça. Donc c'est des gens qui ont travaillé là-bas, qui ont fait des campagnes océanographiques là-bas. Donc Philippe Schnur, il est chercheur à l'Ultramer maintenant, lui il est chercheur en Norvège. Anne Deschamps était chercheur CNRS, Yvonne est chercheur à l'IRD, Rémi il est dans une boîte pétrolière en Argentine et puis maintenant il est à son compte, et puis Charlotte, la plus récente, et bon, tous ceux qui sont à droite là ils ont fait leur master, leurs études ici à Montpellier. Et voilà, et Charlotte, elle a démarré une thèse il y a quelques années. Bon, elle a abandonné pour d'autres raisons. Enfin, voilà. Bon. Donc ça, je mets les pionniers parce que bon, ça fait longtemps qu'on travaille là-bas. Il y a eu plein d'étudiants qui ont vécu là-bas. Lui, il a vécu bien 12 ans, 13 ans là-bas, avant de revenir en France. Alors, je vais juste éclairer un thème, parce que sinon ça va être trop long. Alors, si on regarde cette carte, vous voyez qu'il y a c'est des zones de subduction, hein, ça vous parle, voilà. Et il y a des grands cercles bleus. Ces grands cercles bleus, c'est les séismes majeurs, magnitude 8,5 et plus. Vous voyez qu'il y a des zones qui ont subi de forts séismes, comme Japon, etc., Kamchatka, Alaska, les Andes, voilà, Sumatra, vous connaissez tout ça. Puis il y en a d'autres où il n'y en a pas. Il se trouve que Taïwan, vous l'avez repéré maintenant, vous êtes capable de situer, Taïwan c'est par là, vous voyez qu'il n'y a pas de séisme. Et ça ressemble assez fort à ce qu'on a dans les cascades. Dans les cascades, si on a mis des instruments depuis un siècle, et il n'y a pas de, on n'entend pas grand-chose, il n'y a pas de gros séisme en tout cas, qui a été enregistré depuis un siècle. Mais des gens sont allés carotter, ils avaient des indices à terre qu'il y avait eu des tsunamis par le passé, et donc ils sont allés carotter en mer pour trouver des traces de ces séismes anciens qu'on ne voit pas, et ils en ont trouvé. Et en gros, ils ont trouvé une récurrence à peu près de 300 ans. Tous les 300 ans, il y a un énorme pétard, magnitude 9, qui se produit au large des cascades. Alors ici, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose, mais on a, ah oui, j'ai oublié de dire, ces petits ronds rouges concentriques, c'est ce qu'on appelle des séismes lents, des glissements lents. C'est-à-dire que ça vibre un peu, c'est de la basse fréquence, ça dure longtemps, ça peut s'étaler sur une semaine, un mois parfois. Ça montre qu'il y a un glissement profond, mais il n'y a pas de gros pétard.
Donc ça veut dire que quelque part, le mouvement, il est bien accommodé, mais pas avec un gros pétard. Et donc ce qui se passe ici, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe là, et les gens se demandent s'il n'y aurait pas un très gros séisme qui pourrait survenir dans cette région-là. C'est aussi la raison pour laquelle on a été très motivé d'y aller. Et notamment, ici, il y a des îles au sud du Japon, qu'on appelle les îles Yaeyama, qui ont, il y a des archives historiques qui indiquent qu'en 1771, il y a eu un raz-de-marée qui a lessivé totalement les îles, et il y avait à peu près 12 000 morts. Donc, c'est sûr, quand la mer monte de 30 mètres sur des îles qui sont affleurantes, ça fait des dégâts. Donc, on s'est dit, on va essayer d'aller voir dans le passé qu'est-ce qu'on peut dire sur les événements passés. Alors, on a utilisé la même méthode que les Américains au large des Cascades. On est allé réaliser des carottes, donc avec des carottiers. Là, vous voyez, c'est une espèce de grosse flèche. En fait, c'est un tube avec un lest au sommet, hein, et puis ça fait ce donc, on le lâche et il se plante au fond, on récupère une carotte. Donc on a fait ça avec un bateau japonais pour voir si ça marchait. C'était en 2012 et 2013, et c'était la thèse de Rémi, qui est ici, là, Rémi Lehu. Voilà. Et donc on a récupéré des carottes qui n'étaient pas très... Ah non. Donc les carottes faisaient entre 40 cm, c'est pas terrible, et 4 mètres de long. On en a récupéré 11, et à partir de ça, il a fait sa thèse, et donc les carottes étaient situées là où il y a les triangles. On s'est mis dans des petits bassins perchés sur la pente. Pourquoi? Parce que en bleu, vous avez le réseau hydro-sous-marin, on va dire, les canyons, et comme je vous l'ai dit, Taïwan, c'est l'endroit au monde où il y a le plus fréquemment des typhons. Et comme il y a des typhons, chaque fois c'est la chasse d'eau, c'est-à-dire que les rivières se gorgent, et tout ça, ça va se répandre dans les océans. Donc évidemment que si on carotte ici, on va récupérer peut-être des indices de séisme, mais on va surtout récupérer des indices de typhon. Et ce n'était pas l'objet. Donc on se met dans des bassins qui sont pas les plus profonds. On se met sur le bord, là où on laisse passer le reste, et en se disant au pied des pentes. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un séisme, ça secoue le truc, et les pentes sont déstabilisées, et ça provoque des courants de turbidité, et puis tout ça, ça se dépose au fond. Donc on peut, si on fait une carotte, comme ici, là, et ça c'est la sédimentation pélagique normale, tranquille, et puis là on a une turbidite qui est granoclassée avec les grains les plus grossiers en bas, et puis de moins en moins grossiers vers le haut. Donc ça peut être un indice d'un ancien séisme. Si on est capable de le dater, on a gagné. Donc pour le dater, on a ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus, et puis on encadre, soit avec du plomb 210, soit avec du carbone 14, soit avec d'autres moyens. Alors, ça, c'est toutes les carottes qui ont été faites. Alors, je vous passe les détails. Hein. Il y a eu plein de carottes. Celle-ci, c'est la plus longue. Elle fait 4 mètres. Et les autres, elles sont plus courtes. Et puis, on analyse les faciès. Blablabla. Et voilà. Donc, si on prend cette carotte-là, on mesure le plomb 210 qui est produit dans l'atmosphère et qui se dépose dans les océans, et le plomb 210 fait qu'il a une décroissance qui permet de dater des choses qui ont un siècle et demi maximum, grand maximum. Donc on mesure le plomb 210 en descendant dans la carotte, celle-ci on est descendu jusqu'à 40 cm, et puis normalement on a une belle décroissance, mais vous voyez que chaque fois qu'il y a des turbidites, les mesures ne collent pas à une courbe de décroissance. Si on enlève ces zones grises là, on retombe là-dessus. Voilà. Et puis ça, mélangé à d'autres types de datation, comme le césium-137, c'est les premiers essais nucléaires dans les années 60, enfin bref, on se débrouille pour caler le tout, et donc on peut caler chaque événement turbiditique, et après on compare ça aux séismes qui se sont produits le siècle dernier, parce que ceux-là, on sait qu'ils se sont produits, on connaît leur magnitude. Donc là, c'était cette carotte-là, et puis on sait qu'en 2003, il y a eu un séisme de magnitude 6,8 là. En 1951, 7,1. En
1935, 7. Voilà. Et on retrouve exactement les niveaux turbidiques qui correspondent aux séismes enregistrés instrumentaux. Donc, on est rassuré et on se dit, ben, donc on peut aller plus loin et tout ce qu'on va récupérer, qui est à peu près cette allure-là, si on le date, c'est probablement des séismes. Alors on a fait ça, alors sur toutes les carottes on fait tout ça, puis on arrive à des temps de récurrence. Alors bon, je vous passe les détails, mais enfin, on doit en oublier certains, mais au moins ça donne la fréquence des séismes de magnitude 7, quelque chose comme ça, au large de Taïwan. Donc on était très contents. Là on avait un événement un peu spécial qui s'était produit ici, c'est-à-dire que là, on avait fait une carotte, on voulait... je vous ai dit que les turbidites, elles se déposent dans les petits bassins. Alors on s'est dit, il nous faut une carotte de référence qui n'est pas dans un bassin, qui est au sommet d'un point haut. Puis comme ça, on ne devrait pas avoir de turbidites, puisqu'elles ne peuvent pas se déposer au sommet d'un monticule. Alors on a choisi un monticule, celui-là, là, et ça c'est vous avez la coupe A' et puis BB', donc vous voyez, c'est un monticule qui est 1000-1500 mètres au-dessus de tout ce qui est autour. Et on a fait la carotte ici, KR03, comme ça. Ça c'est KR03, c'est la carotte la plus longue, elle fait 4 mètres. Effectivement, il ne se passe rien. Alors on a fait le test ici avec le plomb 210, on verra. Il ne se passe rien, puis tout d'un coup, pof, on a trouvé une très belle turbidite, voilà, avec des coquillages qui étaient centimétriques, à pluricentimétriques, voilà, des grains, etc., différents pulses turbiditiques, et tout ça, ça avait à peu près 3000 ans. Alors on s'est dit, mais comment une turbidite a pu se retrouver perchée aussi haut? Donc on s'est creusé la tête, on a spéculé. Et puis il se trouve qu'à terre, en face, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine de kilomètres à terre, il y a des éléments qui montrent des débris flots qui sont eux aussi datés de, ça c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, donc 3000 ans depuis aujourd'hui, même âge, et pareil, il y a eu un événement majeur il y a 3000 ans. Donc ça c'est ce qu'on appelle un événement extrême. On l'a mesuré à terre, on le mesure en mer. Maintenant il faut comprendre ce qui s'est passé, il y a différents pulses, alors on a fait des tas de calculs dans tous les sens pour savoir comment on pouvait transporter ces coquillages, etc. Bon, blablabla. On avait un collègue ici qui faisait des modèles de courantologie, donc on a regardé un petit peu les courants en fonction des saisons pour voir si ça ne pouvait pas transporter depuis le sud et tout. Bref, on a trouvé que cet événement extrême, c'était en fait un cluster de 4 séismes de magnitude 7 qui a secoué le bord de l'île, la zone littorale, à la fois à terre et en mer. À terre, les pentes de la montagne se sont effondrées et ont fait des barrages naturels dans les rivières. Donc ils ont stocké ça. Et puis en mer, il y a eu des espèces de bouffées turbides qui étaient tellement importantes que c'est venu se déposer au sommet du mont sous-marin. Et juste après, il y a dû avoir un méga typhon qui a lessivé ce qui était retenu dans les rivières à terre et qui est venu le mettre près de la zone littorale. C'est pour ça qu'on trouve les photos que je vous ai montrées. Et en même temps, qui a pu, vu les courants, qui a pu arracher les coquillages qui sont typiques de l'île de l'Utao et les amener ici sur la carotte en haut. Donc vous voyez, c'est un truc un peu compliqué, mais on mène l'enquête et puis on propose un scénario et ça nous rassure parce qu'on se dit, bon, c'est possible. Voilà. Alors maintenant, comme on a fait ce premier essai et que ça avait bien marché, on a décidé de transformer l'essai et on a fait une campagne en 2018, voilà, à bord du Marion Dufresne. Là, on a voulu faire des carottes longues, puisque le Marion Dufresne, c'est le bateau qui fait les carottes les plus longues du monde. Donc, parce qu'il est très gros, et puis il y a un système qui a été mis au point par les ingénieurs français, et qui permettent d'obtenir des carottes. Donc vous savez que c'est des carottes gravitaires. Notre but, c'est de récupérer des sédiments, donc on ne tourne pas, on ne fore pas. Le forage, ça détruit souvent ce qui est au milieu. Voilà.
Comme là, c'est du sédiment, il faut qu'on descende verticalement. Donc il fait des carottes jusqu'à 60 mètres de long, dans les meilleurs cas. Et voilà. Et Charlotte, elle est là, voilà. Donc elle était en master à ce moment-là. Elle était à la fin de son master 1. Elle a eu la chance de participer à cette campagne, et puis elle a fait sa thèse ensuite dessus. Et donc on avait des objectifs, tous ces ronds-là, c'était les objectifs de forage, enfin non, de carottage de la campagne. Alors je vous montre quelques photos de comment ça se passe à bord du Marion Dufresne, mais ça c'est un peu pareil par des bateaux. Donc vous avez ici le PC scientifique avec des tas de gens il y en a qui sont sur des microscopes, d'autres qui sont sur les profils qui sont acquis, parce qu'avant de carotter, on fait une première reconnaissance avec des sondeurs à sédiments, et puis quand on a défini parfaitement la cible, on se met à la verticale, et puis on envoie le carottier, on récupère, etc. On sait plus loin. Donc voilà, et là il faut savoir que ça travaille nuit et jour, donc on fait des quarts, toutes les 4 heures ça tourne. Voilà. Donc ça c'est le carottier qui est déployé. Donc le bateau est très grand, donc il permet d'avoir des carottes de 60, parce qu'il faut imaginer le tube, là ça fait 60 mètres de long ce machin. Ça c'est l'ogive qui va se planter au fond. Et vous voyez ici c'est pas normal le coup. Pourquoi? Parce que quand le carottier n'est pas tombé exactement à la verticale, et là vu que le lest il fait dans les 10 tonnes, vous voyez ce lest là il fait 10 tonnes. Alors autant vous dire que quand on lâche le truc, si jamais ça, il y a une résistance au fond, et ben voilà, on se retrouve avec un carottier tordu, donc on enlève une section, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Et le principe, c'est le suivant, c'est que, donc là il y a une lance qui fait 60 mètres, là il y a 10 tonnes, un petit peu moins peut-être là, et il y a une espèce de bras armé, enfin, de bras sur le côté, avec un câble, ici. Ce câble a un lest, il dépasse une certaine distance, je ne sais pas, 2 mètres peut-être du fond. C'est-à-dire que c'est lui qui va toucher en premier, avant que le carottier ne touche. Donc comme on connaît la profondeur à 10 mètres près, on connaît la profondeur, on descend, quand on arrive, quand on sait qu'on ne va pas être très loin, on ralentit, on y va tout doucement, parce qu'il faut que le carottier soit parfaitement vertical. Et comme le bateau est stable, il y a des courants de fond, etc. Donc aussi bien il peut y avoir une petite inclinaison. Si ça ne tombe pas droit, c'est mort. Donc voilà. Et dès que le lest touche le fond, ça déclenche un système ici. Et là, il y a une boucle de 60 mètres de câble et il tombe sous son propre poids. Donc là, c'est là que les 10 tonnes interviennent. Avant, les 10 tonnes, on s'en fout, c'est pour que le truc soit bien vertical, mais il faut, au moment où ça pénètre, il faut pénétrer bien droit, et voilà. Et donc, comme ça, on arrive à, là, pendant cette campagne, on avait des carottes qui faisaient 45 mètres, donc c'était quand même assez ça, c'est le carottier d'interface, donc c'est bien gentil, mais quand on lâche le truc qui fait 10 tonnes, autant vous dire que ça fait un petit cratère. Et donc les niveaux superficiels sont inexploitables la plupart du temps. Donc comme on veut les exploiter, on descend plus délicatement avec cette grosse boîte. Et là, le système est tel qu'en arrivant sur le fond, ça s'ouvre, ça prend une bonne, vous voyez la taille du truc, hein, c'est assez gros hein, par rapport à eux, là, vous voyez. Donc ça prend une marche comme ça. Ça descend, et puis ensuite, quand on remonte, ça referme des mâchoires dessous, et on remonte le tout. Donc ça, c'est le carottier d'interface. Et puis, une fois qu'il arrive en surface, ben, on plante des tubes dedans, et on récupère des carottes. C'est la façon qu'on a pour récupérer en délicatesse le fond de Et puis après, il y a différents... Bon, chacun est à son poste, hein, donc là c'est les mesures chimiques, c'est aussi les mesures physiques qui sont réalisées sur ce banc. On découpe les carottes, on les analyse visuellement, bref, c'est tout ce qu'il faut. Et voilà. Et donc, au final, donc on a fait...
on a réalisé donc tous les points jaunes ici, ne regardez pas les points bleus, mais tous les points jaunes tous les points jaunes, c'est la campagne du Marion Dufresne de 2018. Donc ici, vous voyez qu'ils sont alignés. Pourquoi? À cause des autorisations qu'on n'a pas obtenues. C'est-à-dire que la France ne voulait pas se mouiller. Ça, c'est la Chine. Et les Chinois réclament toute cette zone-là. Ici, on était encore dans les 24 000 nautiques taïwanais. D'accord? Donc, on pouvait aller jusque-là. C'est bête parce qu'on voulait vraiment aller carotter ici, mais c'était impossible, on n'avait pas les autorisations. Donc, on est allé jusqu'à une certaine limite ici de Taïwan, puis on ne pouvait pas se rapprocher trop parce que dans les 12 000 nautiques, là, c'est no way. Taïwan ne nous autorise pas. Donc, on était dans une petite bande de 12 000 nautiques, pour arriver à carotter, et on a trouvé des trucs assez extraordinaires, comme vous allez le voir. Voilà, et on a 623 mètres de carottes qui sont actuellement stockés à l'Ifremer. Alors voilà, là ils étaient très contents, parce que pour la première fois, on a foré des hydrates de gaz. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, les hydrates de gaz, c'est des molécules de gaz biogéniques. Ça vient de c'est une sorte d'hydrocarbure, hein, ça vient de la décomposition de la matière organique. Ça fait du méthane. Et ce méthane est piégé dans des cristaux de glace d'eau. Bon. Donc, c'est de la glace. Ce qui tient là, c'est de la glace qui piège des molécules de méthane. Et c'est un genre de permafrost. Dans la montagne, on appellera ça du permafrost. Hein, parce qu'il y a des conditions de pression-température sous la surface jusqu'à quelques centaines de mètres. Évidemment, il faut qu'il y ait du gaz. Et s'il y a du gaz, eh ben, il y a une zone où ça se cristallise, il y a de la glace qui se forme et qui piège le gaz. Évidemment, il y a des réserves absolument gigantesques sur la planète. Et là où on a carotté, on le savait hein, qu'il y en avait. On l'avait vu en sismique, mais jamais ça avait été échantillonné parce que c'est extrêmement éphémère. Vous l'avez dans la main et hop, ça fond sous vos yeux. Et c'est pour ça que pour la photo, on peut allumer de la glace, on met le feu à de la glace. C'était ça qui tenait le collègue. Donc ici, là, c'est une zone, évidemment, les conflits, ça va toujours avec les ressources. Et ici, il y a un potentiel pétrolier, de même que là, important, et c'est pour ça qu'ils se bagarrent. Et donc les Taïwanais étaient très fiers d'avoir été les premiers à mettre la main sur des clatrates. Donc à l'issue de la campagne, je dirais que nos paléocéismes et tout ça, tout le monde s'en foutait. Par contre, devant les journalistes, le fait d'avoir de la glace qui brûle et de montrer qu'à Taïwan on a des ressources, évidemment ils étaient très contents. Voilà. Et ben j'ai fini. Ça c'est juste des images d'un des stages à Taïwan avec les étudiants à l'époque. C'était après le séisme, il y a eu un séisme très important qui a fait beaucoup de victimes à Taïwan en 1999. Donc vous voyez, ça c'est des restes, des vestiges du séisme. Ça c'était des palmiers à bétel qui étaient verticaux quand ils ont poussé. Et puis il y a eu un glissement de terrain. Ils ont été entraînés et donc ils se sont courbés. Ça. Et puis après ils se sont remis à pousser verticalement. Donc pardon. Vous voyez, on peut dater. Voilà. Et ça c'était un joli temple par exemple. Écrasé. On faisait du terrain en vélo sur l'île de l'Itao. Et ça, vous voyez, ce petit arbre là, c'est un ficus. Donc évidemment c'est tropical, donc il y a une végétation luxuriante. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long, donc si vous avez des questions, je peux peut-être y répondre. Ouais. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a de manière sûre un moyen de différencier les turbines qui sont faites par le sans-terrain et par et des turbines qui sont faites justement par ce vestimage régulier? C'est très compliqué. C'est très compliqué, donc, mais
je sais pas si c'est une question récurrente, et en général, quand on analyse et qu'on interprète ces choses-là, c'est la question type qui survient. On a essayé effectivement de trouver des indices. Alors, je dirais que ce qui marche le mieux, c'est de se mettre dans un endroit où on est sûr de ne pas être pollué par ce qui vient des rivières, par ce qui vient de la terre. Et c'est comme ça qu'on a choisi nos sites de carottage. Voilà. Parce que si on se met à la sortie de rivières importantes, c'est sûr qu'on va avoir que des graviers, bon c'est mort. Donc si on essaie de s'en affranchir, on a fait le test comme je vous l'ai montré au début, on a bien choisi nos sites et puis on a fait le test par rapport au séisme historique et ça collait très bien. Justement, donc on s'est dit c'est cool. Sur ces séismes historiques, j'ai vu, on a l'année précise du séisme. Enfin précise, il y a des marges. Il se trouve que ça rentre dans la barrière. Ouais, ça rentre dans la barrière parce que sur les datations en plomb qui ont été faites sur les tout en haut, et plus ou moins, je crois, 1050 ans, plus ou moins 167 ans. Ouais, ça c'est pas le plomb, là, ça c'est du carbone 14. Ça. Ouais, il y a des méchantes marges. Et je dirais que dans le passé, quand on remonte très loin, c'est pas grave. C'est plutôt... alors voilà, pour les périodes récentes, on a le plomb 210, le césium, ça nous permet, ça nous rassure, et là on a effectivement, il y a aussi des marges, 5 ou moins de 10 ans, ça dépend. Mais bon, on sait que le séisme a eu lieu là, on se dit, bon, quand même, ça devrait le faire. Donc, voilà. Et puis dans le passé, oui, on peut avoir des plus ou moins un siècle. Oui. Ça dépend de la période, ça dépend de tout un tas de petits réglages. La datation des sédiments, c'est pas évident. Ouais. Si j'ai bien compris, du coup, le régime, il est assez compliqué, ça se fait étirer, ça se fait compresser. Et du coup, la cinématique de ce séisme, ça va être quoi? Ça va être du décrochement, de l'inversion et du coup, de tous ceux que vous avez pointés, est-ce que vous... Ah ouais, d'accord. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Alors, donc, à Taïwan, il y a de tout. Faille normale, décrochement, chevauchement. Il y a beaucoup de chevauchement parce que c'est une zone de collision Taïwan. Alors, je ne vous ai pas dit ça au début, mais la plaque, la mer de Chine du Sud s'enfonce sous la plaque philippine. Ça, c'est une fosse qu'on appelle la fosse de Manille. Et ça, c'est un arc volcanique qui est lié à cette subduction-là. Vu la convergence, donc ici, évidemment, c'est chevauchant. Des failles normales, on en a là, on en a dans différents endroits. Là, vous voyez l'azimut de la convergence par rapport à cette plaque qui serait fixe. Si cette plaque est fixe, cette plaque-là se dirige comme ça. Et comme cette plaque, elle porte un arc volcanique, eh ben, ça rentre en collision avec la marge chinoise. C'est pour ça qu'on a un orogène. Ici, ce ne sont que des failles normales parce que c'est un rift. Tu vois. Par exemple, je vous disais, il y a eu un tsunami qui a lessivé les îles japonaises qui se trouvent ici, les îles Yaeyama. C'était en 1771. C'était certainement un très gros événement. Mais on ne peut pas, on a fait des tas de, des équipes japonaises, parce que c'est japonais, même taïwanaises, bref, on fait des tas de simulations pour voir ce qui pouvait provoquer ce tsunami. C'était soit un séisme de subduction de ce type-là, possible, soit un glissement parce que la pente était instable, et notamment, et donc il y a de bons arguments pour les deux, je dirais,
Et je vous ai parlé de ces hydrates de gaz qui étaient stables à une certaine température. C'est exactement comme le permafrost. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, semaines, il y a un gros pan du massif des Écrins qui s'est cassé la figure. On a vu ça à la télévision, il y avait des images ça a sidéré les habitants du village. Ils ont vu le truc qui s'est cassé la figure. Et pourquoi? Parce que l'augmentation des températures a fait que le pergélisol a probablement fondu et puis ça s'est cassé la figure. Et bien de la même manière, les hydrates de gaz, depuis que les océans se réchauffent, se mettent à libérer le gaz qui est contenu dans la glace, qui était contenu dans la glace. Et ici, on sait qu'il y a des hydrates de gaz en haut de la pente. On en a vu d'un point de vue sismique, on ne les a pas échantillonnés, mais on en a vu d'un point de vue sismique. Donc on se dit aussi bien, il y a eu du gaz qui a été libéré et la zone est devenue instable et tout s'est cassé la figure. Et si on a un énorme glissement ici depuis le haut de la pente jusque là, et ben ça peut faire un tsunami aussi. Donc il y a des failles actives, un peu de toutes sortes, mais il y a aussi des événements, des glissements sous-marins qu'on commence tout juste à prévoir. Du coup, les événements que vous voyez dans les turbines, par exemple, ça, vous ne savez pas l'associer à la faille? Bon, ce qu'on voit quand on voit une turbidite, on sait que ça a glissé de plus haut. Donc la grande question, comme le disait le camarade, c'est est-ce que ça vient des rivières ou est-ce que ça vient de la pente? Ça, c'est la première question. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui a provoqué le glissement si ça vient de la pente? Ça vient d'une rivière, c'est un typhon, c'est pas de problème. Mais si ça vient de la pente, qu'est-ce qui a fait que est-ce que la pente était raide, instable, et puis on arrive il y a un chargement de sédiments, qui craque, ça part, ou alors il y a une fonte d'éclatrate de gaz, puis ça part, ou alors on secoue un peu, et ça part. Bah, tout ça, difficile de le savoir. Ouais. Et en tout cas, justement, en parlant de l'origine des turbines, cet événement en particulier qui a été vu, où il est supposé que des courants aient remonté des bouffées turbides. Des bouffées turbides. Des bouffées turbides qui s'est reposé plus haut que l'endroit où j'étais. Est-ce que ça floute pas aussi justement ce que vous disiez justement qu'on a une turbine, donc elle sait qu'elle est tombée de plus haut. Elle peut tomber de plus haut, mais elle peut remonter quand même. Ouais, c'est rare, hein, ce qu'on a vu, c'est franchement, on était très étonnés de voir ça. Et les modélisations de courant autour n'ont pas donné l'endroit où éventuellement ça serait aussi possible et qui mettrait en doute certaines données passées. Je sais pas. Oui, tu as raison. Bah, on a fait énormément de tests avec un ancien doctorant ici qui s'appelait Fabien Rétif. Le problème, c'est que bon, il y a des courants qui varient en fonction des saisons. Premièrement, donc c'est pour ça qu'on a regardé plusieurs périodes, etc. Donc souvent ça remonte le long de la côte. C'est pour ça que la petite île au sud qui serait la source des coquilles, ça nous va bien. Bon voilà, mais ça dépend de la saison. Et évidemment, il y a 3000 ans, je ne savais pas quelle saison. Voilà. Et ça dépend aussi s'il y a des typhons. Par exemple, c'est une région où il y a en moyenne 4 à 5 typhons par an. Et parfois des très gros. Quand il y a un typhon, ça modifie complètement la circulation océanique et on peut avoir de tout. Donc là, c'est plus la peine de faire des modèles, tout est lessivé, mélangé. On peut arracher avec des tempêtes ou des typhons, on peut arracher des récifs qui sont à 50, 60 mètres sous la surface et les ramener à terre. Une question juste un peu plus terre à terre. À partir de quelle magnitude on considère que c'est un séisme de grande importance? Eh bien, on va dire, quand on s'intéresse aux zones de subduction, en général, on regarde les séismes de magnitude 7 et plus.
mais bien, tous les séismes ont leur importance, hein. Il y a des travaux, je sais pas, à Taïwan, au Japon ou ailleurs, chaque 5 et plus, c'est sûr qu'il y a une équipe qui va travailler dessus. Alors ça dépend. Si tu es un spécialiste des séismes, tu vas t'intéresser à des petits événements parce qu'ils vont être un peu bizarres, ils vont te raconter des histoires. Peut-être que ça sera un précurseur de quelque chose ou que c'est au contraire une réplique d'un séisme précédent. Enfin bref, il y en a qui sont c'est leur métier. Mais si on regarde ça de très loin, on dit qu'il y a des... Quand on parle de méga-séismes, les méga-séismes, c'est magnitude 8 et plus. Une question, quand vous faites les avantages avec les flux de 60 mètres, Ouais. est-ce que vous avez un moyen de savoir qu'il n'est pas bien loin avant de déployer le mécanisme? Parce que quand les icônes touchent le sol, ça déploie le mécanisme. Est-ce que là, vous avez une mesure qui permet de voir? Alors, avant de déclencher, on ne sait pas. On n'a pas la verticale. Donc, croisez bien. Ensuite, au moment où ça pénètre, déjà, si ça part pas bien, il se couche. Donc, c'est même pas la peine. Et au moment où ça pénètre, il y a des accéléromètres sur le carottier et on voit en permanence la vitesse d'enfoncement qui permet, une fois qu'on enlève la carotte par la suite, qui permet de redéplier la carotte. Pourquoi? Parce que c'est gravitaire, donc quand on enfonce, on a tendance à tasser le sédiment à l'intérieur du tube. Et tout ça, ça va dépendre de la vitesse d'enfoncement. Et puis après, quand on va retirer, on a une espèce de piston qui est à l'intérieur, qui fait que quand on retire, on ne veut pas laisser la carotte dans le trou, on veut tout retirer. Pour tout retirer, au niveau de l'ogive, il y a un genre de peau d'orange qui s'ouvre pour laisser passer le sédiment, et puis après qui se referme. Mais ça ne suffit pas, quand on a des dizaines de mètres de carottes, tout peut se vider. Donc pour ça, il y a une espèce de bouchon, une espèce de piston qui tire en même temps qu'on relève. En plus, on croise les doigts. Et parfois, quand on gère mal la tension sur le piston, on peut au contraire étirer le sédiment dans la carotte. Donc c'est hyper subtil. Et il y a des ingénieurs qui sont, une fois que la carotte est à bord, ils retracent le moment où la carotte s'enfonce, c'est assez rapide. Ils ont des courbes et puis ils disent, bon là on a pistonné, là on a fait ça, et puis nous après quand on ouvre, on voit bien que parfois il y a des mélanges qui peuvent se faire, c'est délicat. Les séismes les plus récents, là, c'était le pont 210, c'est ça que ça a été daté. Et du coup, les carottes très profondes, là, pour remonter à plusieurs milliers d'années, vous avez daté à quoi? Les carottes très profondes, ouais. Jusqu'à quand on remonte? Jusqu'à quand et vous avez daté avec quoi? Et sur les carottes du Marion Dufresne, donc je vous ai pas insisté sur les résultats parce qu'on est en pleine analyse des résultats. Dans 15 jours, on se rend là-bas pour avoir un atelier de travail avec les collègues taïwanais. À la campagne, c'était moitié-moitié taïwanais, moitié français. Et donc, on va comparer nos résultats. Donc, c'est pas encore hyper calé. Mais on descend jusqu'à au-delà de 100 000 ans, dans certaines régions, jusqu'à 200 000 ans, oui. Donc on remonte très loin. Et du coup, vous datez avec quoi, ces carottes? Alors carbone 14 pendant un moment, puis après c'est quand on a la chance d'avoir des niveaux de cendres volcaniques, parce qu'il y a des volcans. Et ils déposent des niveaux de cendres. Et donc, par analogie, on sait que ces cendres ont été... si on a la chance de pouvoir les dater très bien, mais on peut retrouver dans la littérature des descriptions d'éruptions à telle époque, etc., à tel endroit. Donc on peut arriver à se caler à peu près. Mais il y a il y a oxygène 18, la courbe d'oxygène 18 est forme pas mal. Enfin, il y a de multiples façons de retrouver à peu près les âges. Et puis il y a la biologie. Il y a des foraminifères et bestioles là, et donc on sait qu'elles ont vécu entre telle période et telle période. Si on les voit dans le sédiment, ça nous donne la tranche d'âge. Donc on retrouve tout un tas d'informations
Et avec ça, on arrive à avoir un âge approximatif. En tout cas, on remonte à 200 000 ans. Au niveau géopolitique, quelles pourraient être les raisons du refus de la Chine de faire des carottes de blesse dans leur aide? Alors, on ne leur a pas demandé leur avis. Parce que, étant donné qu'on était tout près de Taïwan, on n'allait pas demander l'autorisation, on aurait eu un refus. Donc, on n'aurait pas pu faire la campagne. Donc, quand on fait une campagne océanographique sur un navire français à Taïwan, on se débrouille pour que la même année, on fasse une campagne avec la Chine continentale, ailleurs, et personne ne dit rien, statu quo. Ça, c'était il y a quelques années, mais aujourd'hui, je ne mettrai pas la main au feu que ça marche encore. Mais on joue toujours sur ce genre de choses. Et donc là, on était à Taïwan, les Chinois et les à la limite, ils se disent, bah, c'est très bien, ils ont des hydrates de gaz, dans 5 ans, on les envahit et ça sera à nous, et puis voilà. Quoi. Du coup, si vous étiez en Chine, là, vous aurez peut-être eu une autorisation pour les... Est-ce que les Chinois, ils sont très fermés sur l'exploitation des carottes? Ouais, les Chinois, ils veulent avoir la suprématie de leur fonds. C'est dans l'avantage des scientifiques qui viennent explorer. Oui, tant que c'est de la connaissance, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Oui, puis de toute façon, tout ça, c'est des travaux qu'on publie internationalement. C'est tout à fait ouvert. Mais bon, c'est un petit peu délicat, quoi. Avec la Chine, franchement, les tensions sont très importantes. Ça pourrait dégénérer. Oui. Alors, on peut chercher plusieurs choses. Moi, j'ai mis l'accent sur les passés turbiditiques, avec des grains plus grossiers, des bestioles, des choses comme ça, qui viennent de plus haut. Et ça nous renseigne sur les anciens séismes. C'est important de savoir à quelle fréquence il y a des séismes pour pouvoir protéger les populations. Je vous ai dit, j'ai fait le parallèle à un moment donné avec les cascades au large de Seattle, Portland, tout ça, enfin toute cette région-là des États-Unis, sont menacés par un tsunami important puisque en creusant, en obtenant des carottes au large de cette région-là, il a été parfaitement mis en évidence que avec un retour d'à peu près 300 ans, il y a un énorme séisme. Donc il va y avoir un tsunami. Et le dernier a eu lieu en 1700. Donc c'est maintenant. Plus ou moins, je sais pas, 50 ans, peut-être. Voilà, donc voilà, ça c'est ça qui est important. Donc nous on essaie de retrouver des séismes anciens parce que c'est pas parce que la zone est silencieuse aujourd'hui que ça ne peut pas faire un gros pétard. Puisqu'on sait que la magnitude d'un séisme est fonction de plein de trucs, mais notamment de la taille de la zone qui va casser. Et les zones de subduction, c'est les zones les plus continues au monde. Donc évidemment, ça peut se propager très loin. Donc, on sait qu'on peut avoir cette magnitude-là. Là, il y a des vitesses de convergence importantes, donc c'est possible. Bon, mais à côté de ça, il y a des raisons. Enfin, personnellement, je pense qu'à Taïwan, ils ne sont pas menacés parce que c'est très segmenté, on va dire. Donc, ils ne sont pas menacés par un très très gros séisme. Ils sont quand même menacés par des gros séismes, pas très très gros. Et puis, les mêmes carottes, on peut les utiliser à d'autres fins, et notamment pour étudier les paléoclimats. Donc, il y a des spécialistes qui travaillent sur les courbes d'oxygène 18, un tas de... Ils ont une analyse sédimentaire qui est très différente de la nôtre, et étant donné qu'on remonte dans le temps jusqu'à 200 000 ans en arrière, eh ben, on peut avoir une idée des courants à l'époque, des climats. Et ça, comme vous le savez, le climat, c'est important. C'est
pas ce qu'on fait ici au laboratoire, encore que à l'ISEM, il y a quelques personnes qui travaillent sur le paléoclimat, mais c'est aussi important que les séismes. Juste, si vous faites une carotte sédiments, c'est possible de trouver d'autres indices, d'autres choses, comme par hasard, quoi. Ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je vous ai parlé de la carotte qu'on a faite en haut d'un monticule, là, en se disant, là, on va jamais avoir de turbidite. On a donc obtenu une carotte de 4 mètres, et quand, avec la turbidite, mais pire, à peu près, je sais pas, à la moitié de la carotte, c'est-à-dire il y a 2000 ans, hein, on trouvait un bout de câble optique. Et là, c'est quand même embêtant parce que c'est pas possible, c'est simplement pas possible. Et on a bien regardé, on a mis un laser d'un côté, ça passait à travers c'était vraiment un câble optique. Donc là, bon, on était tenté de dire, bon, on l'a pas vu, mais quand même, on a une conscience. Donc on a cherché des traces, on s'est dit, bon, ce machin, il était... Alors, déjà, on s'est dit, oups, on a pété un câble téléphonique, on est tombé pile poil sur un câble sous-marin, et là, ça aurait été quand même... La chance était faible quand même, hein. On est en plein océan, le machin il fait à peu près 1 diamètre, c'est quand même pas de bol. Et donc alors après on s'est dit, bon bah c'était un truc qui traînait, je sais pas, les bateaux, ils ont jeté ça par-dessus bord, il était au fond de l'eau, le carottier est arrivé là-dessus, et puis il a été entraîné dans le carottier, et puis il se retrouve à 2000 ans, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas la trace, on a cherché la trace sur le bord, et on n'a pas trouvé la trace, donc on est bien embêté. Voilà. Donc voilà le genre de découverte idiote qu'on peut faire parfois. Pas très utile. Et du coup, juste sur Terre, au moins sur l'île de Taïwan, il y a des études sur les segments de failles individuels qui sont faits. Ouais, il y a des tas d'études, d'ailleurs je vais vous montrer une photo. Mais je peux pas vous la montrer, je sais pas pourquoi ça. Quand je suis pas en mode. Bref, c'est une carte, voilà, on va voir ici. C'est une carte des failles actives avec la probabilité plutôt le risque, la probabilité d'un risque de rupture dans les 25 ans qui vont venir. Tu vas voir, c'est complètement plein de failles actives qui peuvent péter dans les 25 ans qui vont venir. C'est hyper actif. Du coup, la liste, c'est un plus grand danger que les failles pour l'instant. Alors, il se trouve qu'historiquement, à Taïwan, il n'y a pas d'indice énorme de tsunami. Il y en a eu, mais pas au point des îles Yaeyama. On se demande un peu pourquoi, parce que celui des îles Yaeyama, on se dit qu'il aurait dû avoir une incidence à Taïwan, on n'a pas trouvé la trace. Il y a eu des petits tsunamis, oui, quelques morts, mais pas, on n'a pas mis le doigt sur les méga tsunamis. Mais oui, le danger peut venir de plein d'endroits. On a vu que les Taïwan, les gens qui sont en surface, c'est des séismes explosifs, comme on appelle ça. Donc, par exemple, avec Jakarta, du Nord, on a beaucoup de séismes, parce qu'on a une éducation, la séparation. Pourquoi, ouais. Bon, c'est tout l'objet des recherches qu'on fait. On est plein dans le monde à se poser ce genre de questions. Il y a des on appelle ça, bon, là je focalise sur l'interface de subduction entre deux plaques, parce que les failles, il y en a de toutes sortes. Sur cette interface de subduction, il y a des zones, il y a des régions qui accumulent et qui ne libèrent rien entre deux séismes, et puis il y a des régions qui libèrent de l'énergie
sous la forme de glissements lents ou autres, enfin bon, voilà. Alors, on cherche à comprendre pourquoi. C'est probablement lié à la nature de l'interface, c'est-à-dire des matériaux qui sont sur l'interface, type d'argile, etc. C'est lié aussi aux conditions géodynamiques sur la pression sur l'interface, etc. Très franchement, il y a énormément de scénarios, mais c'est la grande question qu'on se pose. Ouais. Je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Il y a des zones comme les Mariannes qui ne produisent jamais de très grands séismes. Ça glisse mieux. Alors, il y a des tas de... Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a des tas de bonnes raisons, mais rien de définitif. C'est bon ?